On va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire. Donc, je m'appelle Didier Dubois. Je suis gérant de la société de Décoprev et je suis accompagné par monsieur Didier Philippe. Monsieur Philippe, je vous Bien, laisse vous présenter. bonjour à toutes et à tous également. Je me présente. Moi, je suis effectivement Didier Philippe. Je suis dirigeant de la société ADN Conseil, société que nous avons créée en 2004. Concernant le déroulement du webinaire, c'est Monsieur Dubois qui sera le principal animateur. Quant à moi, j'essaierai de répondre au chat en ligne ou alors on mettra les questions de côté pour y répondre dans les questions-réponses en fin de webinaire. Donc, encore une fois, merci à tous d'être présents. Et puis, je repasse la parole à Didier. Merci Didier. Donc, nous sommes tous les deux donc IPRP, donc enregistrés à la directe. Donc, IPRP qui veut dire intervenant en prévention des risques professionnels. Notre webinaire, il est consacré au dernier protocole sanitaire de Covid-19, donc qui a été réactualisé au 29 octobre, et aux actions à mener par le dirigeant. Donc volontairement, on n'abordera pas toutes les parties du protocole, mais plutôt celles qui nous semblent les plus importantes à porter à votre connaissance en tant que dirigeant. Donc notre présentation d'une vingtaine de minutes sera suivie d'une partie de questions-réponses, comme l'a dit monsieur Philippe. Donc questions que vous pouvez poser dès maintenant et tout au long de la présentation via le chat. Alors, on pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, mais pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pourrons vous apporter des réponses personnalisées, soit par téléphone, soit par mail, donc à votre convenance. Donc, je démarre la présentation. Un sommaire, donc on va commencer par qui sommes-nous, donc on va se présenter plus en détail. On passera ensuite au protocole national sanitaire, ce que doit faire le dirigeant. On a choisi des points bien particuliers qui nous semblaient importants à vous communiquer. C'est la mise à jour du document unique, la nomination d'un référent Covid-19, la mise en place d'un plan d'action Covid-19 et tout ce qui va concerner les règlements intérieurs, les notes de service et les affichages. Ensuite, un point un peu plus positif, entre guillemets, c'est un petit point sur les aides financières. Il nous a semblé bon aussi de faire un rappel et un bon à savoir à ce que dit la loi. Et ensuite, derrière, on vous présentera les solutions qu'on peut vous apporter pour vous accompagner. Donc, qui sommes-nous ? Donc, comme à la présentation au début, donc ADN Conseil a été fondé en 2004 par Didier Philippe et Décoprev a été fondé par moi-même en 2018. On est tous les deux des cabinets conseils spécialisés en prévention des risques professionnels et en mise en conformité RGPD. Donc, on est enregistrés tous les deux comme IPRP. On travaille en réseau avec 35 cabinets conseils qui sont interconnectés. On est tous en conformité avec la législation RGPD. On apporte des services et des compétences à haute valeur ajoutée pour nos clients. Donc, entre autres, avec nos avocats, enfin, on a dans notre réseau des avocats, des juristes spécialisés en santé, sécurité au travail et en RGPD. On a également des magistrats qui sont juges au tribunal des prud'hommes sur le collège employeur. Et on a donc bien sûr plusieurs IPRP comme moi et Didier. Et on a des compétences spécifiques à certains cabinets. Entre autres, on a des personnes qui font de la formation. Par exemple, moi, je fais de la formation. Et on a d'autres personnes qui sont spécialisées sur les registres d'accessibilité pour les publics handicapés. Et d'autres qui sont plus référents sécurité, voire sur d'autres parties également. La particularité de notre réseau, c'est qu'on est tous des gérants d'entreprise et avec certaines personnes qui ont géré jusqu'à 200 salariés et qui ont, pour certaines, plus de 25 ans d'expérience. Donc, en fait, on met vraiment notre expérience au service de nos clients. Aujourd'hui, on couvre 100% du territoire national et on a, à fin 2020, on a fait en plus de 16 000 prestations sur la prévention des risques professionnels, donc depuis 2004, depuis que monsieur Didier Philippe a démarré. Et sur le RGPD, depuis mai 2018, on a plus de 380 prestations. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire. Donc, le protocole national sanitaire. Donc, ce qui nous a semblé intéressant, en fait, c'est pas de tout reprendre, mais c'est par contre vraiment de reprendre ce qui peut intéresser le dirigeant et ce qui pourrait lui porter préjudice. Donc, entre autres, la mise à jour du document unique, la nomination d'un référent Covid, le plan d'action Covid-19,
tout ce qui va être consigne écrite, livret d'information renforcé et règlement intérieur. Et j'ai remis des petites images là sur le haut, là entre autres, avec la nouveauté, enfin l'insistance plutôt qu'une nouveauté sur le port du masque obligatoire, sur le fait qu'il faut accentuer le télétravail, et également en fait on demande quand même aux référents Covid-19 de télécharger tous anti-Covid. Donc pour le document unique. Donc le document unique, en fait, il y a une mise à jour, à faire, donc liée à la circulaire du 19 mars 2020. Donc on vous a mis en bleu. Vous pouvez sur la présentation, vous pouvez télécharger. Vous pouvez cliquer et accéder directement à la circulaire. Donc cette circulaire nous rappelle que le Code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. Donc à ce titre, ça veut dire qu'il doit procéder à une évaluation des risques professionnels. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l'épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d'information et des actions de formation. Et la particularité et cette nouveauté, c'est que cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique, donc qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances, par exemple l'analyse des risques liés au télétravail ou alors le stress lié au virus, etc., etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit, nous, en tant que préventeurs, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent bien en place les actions, mais qui, par contre, omettent fréquemment de formaliser. Donc, formaliser sur des règlements intérieurs, formaliser dans les documents uniques. Ce qui fait qu'en fait, en cas de contrôle de l'inspection du travail ou autre, ça peut porter préjudice à l'employeur. Le fait qu'il ne puisse pas amener la preuve de ce qu'il a fait. Le référent Covid-19, donc ça c'est aussi une obligation. Donc suite à la publication des derniers protocoles sanitaires, donc alors celui du 29 octobre, mais c'était déjà le cas au mois de mars. Il est précisé qu'un référent Covid-19 doit être désigné. Il peut s'agir d'un ou plusieurs salariés ou éventuellement du dirigeant. Alors ça, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas nommé de référent, donc c'est une erreur. Il faut absolument en nommer un. Donc ce référent Covid-19, il est en charge de la sécurité sanitaire des salariés. Il va veiller au quotidien à la bonne application du protocole sanitaire qui a été défini au sein de l'entreprise et il va s'assurer que les actions de prévention sont bien respectées. Donc pour ça, il doit bien connaître tous les protocoles sanitaires, même la circulaire du mois de mars. Il doit s'assurer également que les salariés ont bien été formés, qu'ils ont bien été informés, et notamment en leur remettant le livret d'information renforcé, Covid-19. Il doit participer à la mise en place et à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et également du plan d'action Covid-19. Donc, il doit connaître, maîtriser et faire appliquer les gestes barrières et il agit en cas de suspicion de contamination d'un salarié. Donc, il est bien précisé que le référent Covid doit faciliter l'identification des contacts par les autorités du contact tracing, et notamment ce que je vous ai mis sur une des pages d'avant, un slide d'avant, notamment par l'actualisation et l'application de tous anti-Covid. Et il doit aussi s'assurer, ce référent, il doit aussi s'assurer que le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux qui est réalisé au sein de la société suit bien les recommandations gouvernementales. Alors, ces quelques mesures ne sont pas exhaustives. Par contre, il faut bien noter que la désignation d'un référent Covid n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité civile et pénale. C'est-à-dire que l'employeur reste bien toujours le responsable pénal. Alors, la mise en place du plan d'action. Donc pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'en fait, dans ce contexte pandémique, le document unique doit être mis à jour et cette mise à jour doit intégrer un plan d'action Covid-19. Et on doit recenser toutes les actions qu'on a mis en place, donc l'analyse et toutes les actions qu'on a mis en place. En fait, c'est un document unique à part entière, en fait. Pratiquement, c'est un document unique pandémie. Donc l'autre point important également, c'est la mise en place d'un livret d'information renforcé. Donc, en fait, ce protocole sanitaire nous précise que les employeurs doivent accorder une attention toute particulière à leurs salariés, y compris aux travailleurs détachés, les travailleurs saisonniers, toute la partie intérimaire, CDD, donc les titulaires de contrats de courte durée. En fait, il va falloir s'assurer qu'ils ont bien connaissance des modes de propagation du virus et des actions de protection que l'on aura mis en œuvre dans l'entreprise. Donc, pour répondre à cette demande,
il est préconisé de remettre à tous les salariés ce fameux livret d'information renforcé, Covid-19. Le règlement intérieur, tout ce qui va être un règlement intérieur, note de service et affichage. Donc, selon le protocole sanitaire, les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées par note de service. Donc, les notes de service peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l'entreprise pour leur donner une force contraignante, c'est-à-dire un pouvoir de sanction disciplinaire. Donc, ça, c'est assez important puisqu'en fait, c'est des fois ce qui est oublié dans certaines sociétés, surtout celles qui ont moins de 50 salariés. Donc, il peut être bien de profiter de cette situation pour mettre en place ou mettre à jour votre règlement intérieur. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'un règlement intérieur, ça permet de fixer les règles du jeu définies dans l'entreprise, la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Donc, même s'il n'est pas obligatoire en dessous de 50 salariés, c'est plutôt conseillé d'en avoir un quand même. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement intérieur doit respecter un certain formalisme, et s'il n'est pas respecté, il n'aura aucune valeur juridique. Il en est de même d'ailleurs pour les notes de service. Si vous donnez des valeurs contraignantes à vos notes de service, il faut absolument qu'elles soient validées. Ce qui n'est pas le cas des affichages informatifs, où là, aucun formalisme n'est nécessaire. Sauf bien sûr si le dirigeant souhaite leur donner une force contraignante au même titre qu'un règlement intérieur. Donc, là, les points positifs, ça va être tout ce qui va être aide financière, c'est-à-dire que les subventions prévention Covid ont été prolongées. Donc, il y a la prolongation de l'aide pour les TPE et les PME. Alors, bien sûr, on doit répondre à certains critères d'éligibilité, plusieurs conditions qui doivent être assez simples d'ailleurs à remplir. Donc, entre autres, c'est cotiser au régime général et avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés. Il faut avoir réalisé et mis à jour son document unique d'évaluation des risques depuis moins d'1 an. Et il faut le tenir à disposition de la caisse pour consultation. Les éléments qui peuvent être financiers, ça va être toutes les mesures barrières et de distanciation physique, donc tout ce qu'on va retrouver comme cloison, plexiglas, les guides fils, les affiches, les écrans, les tableaux d'information, etc. On pourra également se faire financer des masques, des visières et du gel hydroalcoolique, mais uniquement si au moins une mesure barrière et de distanciation physique, donc listée juste au-dessus, a été mise en place. Et les montants qui peuvent être alloués ne sont pas du tout de ridicules, puisqu'en fait, on peut aller jusqu'à 50% de 10 000 euros maximum d'investissement. Donc, pour ceux que ça intéresse, on peut vous envoyer le dossier aide financière sur simple demande. C'est assez simple à mettre en place. Le petit rappel à la loi. Donc, comme je pense la plupart d'entre vous le savent, mais l'employeur est tenu à une obligation de moyens renforcés pour la partie pandémie. Alors, moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de prouver qu'il a bien mis en œuvre les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc, à partir du moment où ça s'est mis en place, logiquement, sa responsabilité ne devrait pas être mise en cause. Bien sûr, à la seule condition qu'il ait répondu à cette obligation. La responsabilité restera dans tous les cas conditionnée à la bonne appréciation des juges. Donc, pour vous donner un exemple, en fait, l'analyse des risques dans son entreprise, toute la formalisation de ces risques dans le document unique, la mise en place des actions de prévention, la formation et information des risques auprès de son personnel, tous ces paramètres, toutes ces actions, en fait, répondent bien à cette obligation de moyens renforcés. Donc, l'employeur doit donc réaliser une analyse de risque, mettre en place les actions en découlant et s'assurer qu'elles soient bien respectées et surtout mettre à jour son document unique. On insiste fortement là-dessus parce que c'est vrai que souvent quand on rentre dans des entreprises, on a souvent des documents uniques qui ne sont pas mis à jour et dernièrement avec le Covid-19, bien souvent la partie Covid-19 est totalement oubliée. Donc surtout ne négligez pas les risques de sanctions pénales et civiles, entre autres la faute inexcusable, qui pourrait découler d'un manquement à vos obligations de dirigeant. Donc, on a remis le petit lien web aussi pour retourner sur le service public, pour justement que vous puissiez aller voir cette fameuse obligation, soit de moyens renforcés, soit de résultats. Dans le code du travail, on parle toujours, pour la préservation de la santé des salariés, on parle toujours d'obligation de résultat.
Alors, comment nous on pourrait vous aider et vous accompagner? Donc, nos propositions face à ce Covid-19. Donc, nous on se positionne plutôt sur une solution à tiroir qui peut s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire qu'on peut faire une ou plusieurs interventions, ou alors mettre en place un suivi complet de la prévention au sein de vos sociétés en tant qu'IPRP. Donc, ces propositions, ça va aller de la rédaction par nos IPRP de votre document unique, en intégrant bien sûr le Covid-19. Hein. Ça peut être la rédaction et la réalisation d'un plan d'action spécifique Covid-19, ou ça peut être les deux. La formation de votre référent Covid-19, la réalisation et la rédaction de votre règlement intérieur, l'analyse des risques psychosociaux, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de salariés qui se posent des questions par rapport à ce virus, hein, et toutes les autres prestations qui peuvent être liées à la prévention des risques professionnels qu'on peut retrouver donc au sein d'une entreprise. Et on assure une assistance technique illimitée la première année pour pour nos clients. Donc ADN Conseil et 2D Coprev, hein, ce sont des services et des compétences à haute valeur ajoutée. Et on est disponible et proche de chez vous pour répondre et s'adapter à vos besoins. Voilà, alors pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous avez sur la présentation les contacts de ADN Conseil et les contacts de Decoprev. La présentation est terminée, elle a été volontairement courte puisqu'on n'a pas voulu remettre une couche sur tous les particularités en fait du protocole, avec les nettoyages, avec la possibilité de mettre des visières en plus des masques, des choses comme ça. On voulait vraiment se acter par rapport au risque que pouvait avoir un dirigeant s'il mettait pas en place tout ce qu'on a vu, donc document unique, le référent Covid-19, le règlement intérieur. Donc voilà, donc notre présentation est terminée. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes et qu'elle vous aura apporté toutes les informations nécessaires concernant nos responsabilités en tant que dirigeant d'entreprise. Je vous propose de passer maintenant aux questions-réponses. Donc on se donne 10 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, si vous les avez déjà posées ou si vous en avez de nouvelles, n'hésitez pas, nous allons y répondre. Merci. Donc Didier, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de questions. Oui, j'essaye de répondre comme je peux, mais ça va vite. Donc, au niveau des questions, vous m'entendez là? Oui. Oui, on entend très bien Didier. Moi, je suis en train de le revoir justement parce que je les avais pas qui défilaient. Alors, au niveau des questions, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, il y a Monsieur Polo qui demandait si l'employeur est obligé d'imposer à ses salariés de télécharger l'application Tous Anti-Covid. Donc, je lui ai répondu que non, c'était dans le dernier protocole sanitaire dernier du 29 octobre où il était précisé effectivement que c'était fortement conseillé, mais non, ça peut pas être imposé. Voilà, c'est une recommandation. Ensuite, Valérie qui demandait qui disait qu'elle ne pouvait pas accéder à la circulaire ministérielle. Donc le lien était accessible effectivement sur le document qui est téléchargeable, pas sur celui qui est affiché à l'écran. Donc là j'ai répondu. Et non, normalement ce lien logiquement, peut-être qu'il faut se mettre en mode écran ou image peut-être avec le PDF pour qu'il fonctionne. Non, ça c'est pas grave, on va le renvoyer en version PDF. Donc France B qui demande s'il est possible d'avoir le livret d'informations renforcé. Donc en fait c'est un dossier complet qu'on envoie avec la prestation du plan d'action Covid-19. Donc il est prêt à l'emploi et ça effectivement on peut le fournir à ce moment-là. Ensuite, il y avait une question un petit peu longue. Si le DURP a été actualisé en mars et que rien n'a changé chez nous, devons-nous le remettre une nouvelle fois à jour? Le risque Covid et épidémie a bien été évalué et intégré en mars. Donc ça, c'est très bien. Par contre, effectivement, il n'est pas obligatoire de tout remettre à jour, bien entendu, mais il est fortement conseillé de reprendre les dernières
dispositions qui ont été intégrées dans le protocole sanitaire du 29 octobre. Voilà, donc c'est le renforcement du port du masque, c'est globalement c'est le télétravail qui est normalement maintenant une obligation entre guillemets, c'est-à-dire que l'employeur qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas mettre en place le télétravail, du moins dans cette période d'urgence sanitaire, doit doit pouvoir le justifier, quoi. C'est pas juste une décision. Enfin, faut qu'elle soit effectivement justifiée. Après, Estelle demande, c'est indiqué dans le protocole. Et je ne sais pas de quoi Estelle parle. La fiche entreprise établie par la médecine du travail peut-elle être assimilée au document unique? Non. Ah non, pas du tout. Pour ceux que ça intéresse, on pourra même vous envoyer un courrier qui a été fait. On a 2 courriers à ce sujet-là, un de la médecine du travail et un de la directe, qui expliquent que ce sont des choses différentes et que la médecine du travail, elle, ne fait pas normalement le document unique. Effectivement, elle doit mettre en place la fiche entreprise, mais ce n'est pas assimilable et ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. Et ça, on se les fait préciser en 2018, noir sur blanc, et par la médecine du travail et par la directe. Concernant attendez, problème. Donc c'est Eric V qui disait qu'il avait un problème de stabilité de connexion. Je pense que ça vient plutôt de lui. Donc on a des demandes de dossiers d'aide financière, donc il faudra renvoyer. Ensuite, pour annexer une note, donc c'est Fatima A qui précise, pour annexer une note de service au règlement intérieur, il faut consulter le CSE, donc ça c'est exact, dans ce cadre éventuel. De la mise à jour du document unique. Néanmoins, le chef d'entreprise peut prendre des mesures par note de service, réactivité, face à l'évolution des événements. Oui, effectivement, face à l'urgence, il peut prendre effectivement des décisions de mettre en application les notes de service ou des mises à jour de son règlement intérieur de façon immédiate et les mettre en application de façon immédiate, mais il faudra quand même après coup qui régularise par le formalisme, comme ce qui est fait pour un règlement intérieur, c'est-à-dire envoie en 2 exemplaires à l'inspection du travail et envoie également au tribunal de prud'homme auquel appartient chaque dirigeant. Juste une précision sur le règlement intérieur, dans le Code du travail, il est précisé que le formalisme doit être respecté par l'envoi d'un exemplaire auprès de l'inspection du travail. Par contre, ce qui n'est pas précisé, c'est que ça doit être envoyé en recommandé. Nous, on le conseille fortement, parce que si effectivement l'inspection du travail ne fait aucun retour sur l'envoi du règlement intérieur et qu'après ensuite le dirigeant, lui, doit justifier d'une manière ou d'une autre que le formalisme a bien été respecté, il ne pourra pas le justifier si ça a été envoyé en courrier simple. Voilà, donc c'était juste une petite précision, mais qui est importante, puisqu'on a beaucoup de clients qui ont déjà eu ce genre de soucis. Voilà, mais je pense qu'au niveau des questions, pour le moment, je descends. Après, il y a du partage d'aide financière, mais ça, bon, il y a pas le dossier, il n'y a pas de définir. Donc, en fait, normalement, c'est 100% de télétravail dans la mesure du possible. C'est ce que dit le dernier protocole. Après, ça ne veut pas dire que 100% des gens doivent être en télétravail. Comme on le disait tout à l'heure, les personnes qui ne peuvent pas télétravailler 5 jours par semaine, il faut pouvoir le justifier. Si effectivement, il y a une autre précision aussi, c'est que ce qui est dit de nouveau dans le dernier protocole, c'est que les entreprises doivent éviter aussi, dans la mesure du possible, toutes les réunions physiques et privilégier la visio ou l'audioconférence. Voilà, donc c'est pas une question, mais ça va bien en complément avec le télétravail. Ensuite, on a une question que je découvre. Si les informations sont remises aux salariés par mail ou note de service,
est-ce recommandé de les rassembler dans le fameux livret? Il n'y a pas de préconisation. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que les salariés ont bien pris connaissance, éventuellement en leur faisant signer un exemplaire ou autre. Mais voilà, il n'y a pas besoin de les mettre forcément dans le livret d'accueil, livret d'information renforcé ou autre. Mais il faut toujours pouvoir justifier de ce qui a été fait. C'est un peu toujours le même, un peu toujours la même mécanique. Pouvez-vous partager les aides financières, s'il vous plaît? Donc ça, oui, on en verra. Je vois Didier, je vous coupe, je vois Estelle qui redemande, je parlais du livret d'information renforcé, je n'ai pas vu cette info dans le protocole sanitaire. Quel est son contenu? Oui, vous répondez? Alors, je l'ai plus en tête, le protocole, j'ai plus tout, mais il me semble bien qu'il est bien noté dans le protocole. Bah, je vais pas l'affirmer à 100%, je vais dans l'ouvrir, le le protocole, il est précisé, alors attendez, je fais une recherche rapide. Voilà, il est rappelé que les employeurs doivent accorder une attention toute particulière à leurs salariés, c'est ce que vous disiez Didier dans une slide tout à l'heure, et aux travailleurs saisonniers, tout à fait, ouais. Et donc il y a une obligation de formation et d'information sur le sujet, et justement c'est le livret d'information renforcé qui répond à cette demande. On peut le nommer autrement, c'est pas le sujet. C'est juste que le livret d'information renforcée répond à cette demande du protocole qui faisait déjà partie de l'ancien protocole du 16 octobre et même celui du 31 août. Alors ensuite, la fiche entreprise établie par la médecine du travail. Il y a donc Véronique D qui demande si la fiche entreprise établie. Donc ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Donc non, ce sont deux choses différentes. La fiche entreprise établie par la médecine du travail ne répond absolument pas à l'article L4121 de l'obligation du chef d'entreprise. Donc, comme on le disait, je le redis, c'est que en fait, comme c'est des questions qui nous sont régulièrement posées, un de nos partenaires avait interrogé la Directe et la médecine du travail en 2018. Donc, on a deux courriers distincts qui nous précisent bien que ce sont deux choses différentes. Donc, c'est la médecine du travail le précise et la Directe, l'inspection du travail le précise également. Voilà, donc la fiche entreprise, c'est quelque chose. Le document unique, c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus fourni. C'est-à-dire qu'en fait, un document unique, pour le dire de façon simple, il doit évaluer tous les risques qui sont liés à une activité donnée. Pour le dire autrement, il faut arriver à démontrer que le jour où un accident du travail ou une maladie professionnelle se produit dans l'entreprise, il faut que le document unique puisse montrer que le risque avait bien été évalué et qu'une prévention avait été mise en place. Pour le dire encore autrement, il faut pratiquement arriver à démontrer que c'est le salarié qui n'a pas respecté une consigne de sécurité. En tout cas, la charge de la preuve revient toujours au dirigeant et c'est à lui de démontrer qu'il a bien fait ce qu'il fallait. Et pour revenir à la fiche entreprise, puisque ça fait plusieurs questions qu'on nous pose sur la fiche entreprise, une fiche entreprise est beaucoup plus légère et n'aborde pas tous ces sujets-là. Par exemple, nous, dans un document unique, si on raisonne en famille de risque, c'est entre 44 et 45 familles de risques qui sont abordées de façon systématique, quelle que soit l'activité, avec des risques plus importants, bien sûr, en fonction de telle ou telle activité. Mais on passe en revue plus de 44 familles de risques. Et on pense que là-dessus, on est à peu près à 99,9% exhaustif sur l'approche des risques. Après, nous, on n'a plus la maîtrise, c'est que à la suite du document unique, il y a un plan d'action qui est mis en place en collaboration entre nous et le dirigeant, parce que c'est toujours le dirigeant qui valide au final. Et ensuite, c'est à lui, effectivement, de mettre en place son plan d'action. Quand il a un souci, comme le disait Didier, il peut nous appeler dans le cadre de l'assistance, puisque on peut répondre à tout type de questions qui sont liées à des questions diverses et variées. Vous pouvez nous contacter également lorsqu'il y a un accident, que vous avez une demande de l'inspection du travail avec des choses bien précises.
Voilà, donc ça, c'est tout ce qui encadre un peu l'assistance qu'on propose. France B. On a d'ailleurs, pour compléter ce que dit Didier, alors c'est pas dans le sens des questions, mais on a de plus en plus d'entrepreneurs qui nous appellent justement suite à des contrôles, et entre autres, un restaurateur qui nous a appelé la suite à un contrôle parce qu'il a une mise en demeure par rapport au non-respect du Covid. Je l'ai devant moi, hein. Donc infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité, risque de contamination au virus Covid-19. Donc il a une mise en demeure pour réaliser son document unique et mettre à jour les bonnes pratiques, donc mettre en place les gestes barrières. La nouveauté, quand même, c'est que le délai d'exécution de la présente décision est fixé à 4 jours, à compter de la réception de la présente décision. Et ça, c'est une décision du 8 octobre 2020 pour un restaurateur. Donc, un délai de 4 jours, ça veut dire que pour réaliser un document unique, il faut vraiment s'y mettre assez rapidement. Donc, on commence à avoir des entreprises qui nous appellent justement pour qu'on les aide par rapport à ça. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais rajouter, dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Beaucoup de. Alors, c'est pas des questions, c'est des. Pouvez-vous partager le dossier aide financière? Donc ça, on l'enverra effectivement à la suite, puisque là, il est pas chargé dans le webinaire. Mais on pourra répondre à toutes ces demandes. Je souhaite recevoir le dossier aide financière. Tous les documents sont en téléchargement. Oui, enfin, sauf le document unique. Le document unique, c'est pas un document qu'on imprime et qu'on range dans un tiroir. Il y a toute une étude qui est faite. Donc après, Estelle qui demande, je parlais du livret d'information renforcé. Je n'ai pas vu cette info dans le protocole sanitaire. Non, le livret d'information renforcé, c'est nous qui le nommons comme ça, mais il répond à l'article qu'on vient de lire, c'est-à-dire que l'employeur a une obligation de former, d'informer les salariés. On parlait des salariés habituels, on parlait des intérimaires, on parlait etc. Donc, pour le matérialiser, le formaliser, c'est le contenu que nous, on nomme livret d'information renforcé, mais qui pourrait très bien effectivement porter un autre nom. Il n'est pas nominé de cette façon-là dans tous les cas. Donc, je souhaiterais recevoir le dossier d'aide financière. Je veux bien recevoir la demande d'aide SVP. Vu la lenteur de la procédure pour établir le règlement intérieur, ne vaut-il pas mieux prendre des notes de service? Oui, de toute façon, là, on est en urgence sanitaire, donc effectivement, on peut mettre en place des notes de service et les contacter, le valider avec le CSE et puis éventuellement les faire signer par les salariés pour justifier qu'ils ont bien pris connaissance de la note de service. Mais comme on le disait tout à l'heure, ensuite, après, il faut effectivement le régulariser. Si on veut lui donner une valeur contraignante, il faut le valoriser et le formaliser dans le règlement intérieur, même si c'est fait après, un petit peu plus tard, mais il faudra quand même que ce soit fait. Doit-on faire tester les salariés? Non, ça, vous pouvez les inciter à se faire tester. D'ailleurs, il y a des nouveaux tests qui vont être mis en place, mais ce sera sur la base de volontariat. C'est pas encore d'actualité de l'imposer de façon obligatoire. Attendez, là, il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un seul coup. Il y a une question de Monsieur Polo là qui. Comment puis-je exiger de mon sous-traitant du respect des règles établies par le protocole? Quelle est la responsabilité de gérant lorsque je fais intervenir un sous-traitant chez un client pour une action de formation par rapport au protocole? Disons que là, éventuellement, la solution qui répondrait, donc c'est un sous-traitant qui intervient chez le client de M. Polo V, si j'ai bien compris. Dans ce cas-là, il faut mettre en place des plans de prévention. Ensuite, Sonia qui dit merci il n'y a pas la suite, merci de m'adresser le document aide financière. Et Monsieur Polo qui demande à nouveau comment puis-je exiger de mon sous-traitant du respect des règles établies par le protocole. Bien, ce qu'on vient de dire en fait, c'est mettre en place un plan de prévention
Et effectivement, si de plus, si on a bien compris, si ce sous-traitant intervient chez un de vos clients, il est dans l'obligation effectivement de respecter les consignes. Et comment l'exiger? Vous mettez en place un plan de prévention et il faut qu'il soit signé des deux parties, éventuellement des trois parties avec le client chez qui il intervient, par exemple. Après, c'est aussi beaucoup de bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier qu'on n'a rien à se reprocher et que tout a été fait. On peut pas, en tout cas, on peut pas s'en laver les mains de dire que le sous-traitant il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, en fait. Voilà. Alors après, Apollo nous dit merci. Les consignes sont dans le contrat de sous-traitance. Alors, je ne sais pas si une affirmation ou une question. En tout cas, le contrat de sous-traitance, oui, il suffit pas lui-même. Il faut quand même qu'il intègre toutes les nouveautés qui sont liées à ces protocoles qui s'enchaînent tous les 15 jours, 3 semaines depuis le mois d'août. Déjà, puisqu'on en a eu un au mois d'août, on en a eu un en septembre, on en a en octobre. Donc ça n'arrête pas. Il y aura même certainement de nouvelles de nouveaux protocoles avec l'évolution en fonction de l'amélioration de la situation ou autre. Donc on n'est pas sorti de cette histoire de protocole qu'il faudra appliquer au jour le jour. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Je pense aussi, pour compléter, c'est que de toute façon, je pense qu'il va y avoir peut-être plus de contrôles qu'il y en a eu par rapport au mois de mars. Il est possible que le nombre de contrôles augmente. Alors je dis bien il est possible, je peux pas l'affirmer, mais moi je pense qu'il va y avoir de plus en plus de contrôles. Et pour rebondir sur tout à l'heure une personne qui posait la question, est-ce que le télétravail est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire, mais effectivement, je pense qu'il faudra qu'on soit en mesure de prouver et de démontrer que pour telle et telle raison, on ne peut pas mettre nos salariés en télétravail. Si on a des personnes qui, par exemple, ont été mises en télétravail au mois de mars et que là on les remet pas en télétravail, je pense que oui, ça sera j'avais déjà dur répondu à cette question tout à l'heure. La règle, quand on n'est pas en état d'urgence sanitaire, c'est que le télétravail, c'est à la bonne appréciation du dirigeant. Sauf que là, depuis qu'on est en état d'urgence sanitaire, effectivement, et si on s'en réfère au dernier protocole du 31 octobre, ce qui est précisé, c'est effectivement que le télétravail devient la règle. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir justifier effectivement que de l'impossibilité de le mettre en place pour les entreprises. Ça peut pas juste être une décision comme ça en disant non, j'ai pas envie de le faire si effectivement c'est possible. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? J'exigeais je crois respect des règles établies. Je crois qu'on a. Les consignes sont dans le contrat de sous-traitance. Merci pour le partage de vos informations. Voilà, pour le moment, on n'a pas d'autres questions. On a. Non, écoutez, là, on est à 40 minutes, donc on a bien un petit peu dépassé les 10 minutes de questions, mais c'est pas un problème, au contraire, c'était même justifié, je pense. Donc, pour conclure, on vous remercie pour votre écoute et votre disponibilité, hein. Donc, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées en fin de présentation et on se fera plaisir de vous répondre et d'essayer de vous accompagner si possible. Merci. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne fin de journée.